Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici, nous parlons sans complexe d'arabes, de roms, de noirs, de blancs, d'asiatiques, dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, on va parler d'asiatiques du Sud. On va parler de la cuisine, en fait, plus précisément de l'Asie du Sud. C'est un sujet réjouissant. Car bien sûr, ce qu'on mange est au cœur de nos cultures, c'est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce qu'on mange pour se faire plaisir ? Qu'est-ce qu'on mange pour s'ouvrir l'esprit, voyager sans quitter notre lieu de résidence ? C'est sûrement des questions que vous vous posez régulièrement. Et parfois sans forcément faire le lien avec les questions raciales que la nourriture soulève. Quels sont les clichés dans les cuisines sud-asiatiques ? Peut-on parler d'une méconnaissance et d'une invisibilisation des cuisines et des communautés sud-asiatiques ? C'est le thème de cet épisode de Kiffe ta race. Et nous avons invité aujourd'hui Selva, alias Jody Danas. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous deux de m'avoir invitée. Qui va nous faire part de son expertise sur la question. Alors, Selva, donc ton nom de travail, c'est Jody Danas. Tu es blogueuse et dessinatrice culinaire. Tu as un blog intitulé Jody Danas, justement, un compte Instagram, et tu organises des food tours du quartier indien à Paris, donc qui est dans le nord-est de Paris, en parallèle d'un job dans le monde du voyage et de la food. Exactement. Bienvenue. Merci. Et alors, dans Kiffe ta race, on a un petit rituel. On demande à nos invités si elles se situent sur le plan racial. Par exemple, donc moi, je suis perçue comme une femme asiatique. Devant toi, je dirais que je suis perçue comme une femme est-asiatique et Rokhaya comme une femme noire. Est-ce que toi, tu te définis sur ce plan-là et si oui, comment ? Alors moi, j'aime bien dire que je suis française de culture tamoule et plus précisément de culture tamoule indienne. Voilà, c'est la différence à faire parce que chez les Tamouls, il y a aussi des Tamouls sri-lankais. Et en fait, c'est aussi une communauté qui est très présente en région parisienne. Mais voilà, j'aime bien me définir comme ça, comme française, mais de culture tamoule. Est-ce que tu dis tu utilises le mot brown que des gens utilisent pour pour se définir en tant que sud-asiatique ? J'y arrive pas. Alors, je pense que j'ai même considéré, parce que, en fait, moi, toutes mes références, tous mes rôles modèles, en tout cas, je me suis beaucoup inspirée de personnalités aux États-Unis ou au Canada. Et je sais que le mot brown ou même desi, c'est un mot qui est très utilisé. Mais par contre, j'arrive pas à moi me l'approprier parce que c'est pas du tout dans la culture française. En tout cas, ici, en France, j'ai jamais grandi avec ces termes-là. Donc, j'arrive pas trop à m'identifier à ce terme. Juste pour les personnes qui nous écoutent, pour Desi, en fait, c'est plus une appréciation culturelle. Est-ce que tu peux expliquer en fait ce que ça recouvre exactement ? Alors, Desi, ça fait référence en fait aux Indiens et aux descendants de familles indiennes qui sont présents en fait partout dans le monde. Donc voilà, on peut être... C'est la diaspora. C'est la diaspora, et plus précisément, du coup, la diaspora d'origine indienne. Et c'est un mot qui est très utile. En fait, ça fait pas forcément référence aux Indiens du Nord ou aux Indiens du Sud, c'est vraiment la communauté au sens large. Ça peut même parfois inclure les gens du Bangladesh ou du Pakistan. Donc ça reste quand même... ça reste assez large. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte justement du fait que tu étais une Française avec des origines sud-asiatiques ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans ta vie qui t'a fait prendre conscience de ce statut ? Disons que je crois que j'en ai toujours plus ou moins eu conscience. Et forcément, à l'école, ça a commencé un petit peu à émerger. Je pense surtout au lycée. Parce que moi, quand j'étais au collège, j'ai grandi dans le 93. Et en fait, c'était pas forcément une question parce que j'ai toujours côtoyé des gens de couleur et j'ai grandi avec eux. Je vivais dans une cité. Donc forcément, c'est pas du tout je me voyais toujours comme française de culture tamoule, mais il n'y avait pas de conflit d'identité à ce moment-là. Et je pense qu'en fait, au lycée, moi, en terminale, entre la première et la terminale, on a eu un voyage familial en Inde. Et je pense qu'il a un peu changé ma vision aussi de ma propre identité. Je me suis posé beaucoup de questions parce que c'était un voyage où socialement, c'était dur. On a vu des enfants se battre dans des bidonvilles, etc. C'est une violence en fait sociale dont je me rendais pas compte. Et ensuite, en revenant en France, et notamment dans mon année terminale, c'était à cette époque où il y avait aussi beaucoup de films Bollywood qui passaient sur M6, etc. Et en fait, il y avait plein de gens qui venaient me voir en me disant ah oui, je pense qu'il y a une question qu'on m'a posée qui m'a un peu choquée et qui m'a fait prendre conscience en fait que qu'il y avait une méconnaissance de cette culture indienne et que surtout il y avait une méconnaissance de la culture de l'Inde du Sud. On m'a demandé si j'habitais à Bollywood.
Ce fameux pays. Et je me souviens qu'en fait, j'étais choquée sur le moment. C'est une fille qui adorait les films de Bollywood, etc., et qui connaissait rien à part ça, et qui m'a demandé si j'habitais à Bollywood. Donc moi, je savais pas quoi répondre. Il y a une colline avec le signe Bollywood. Je pense. C'est clair. Nollywood aussi, il y a un pays qui s'appelle comme ça. Ouais. Et je pense en fait vraiment qu'elle pensait qu'il y avait un pays, un endroit. Ça doit être trop bien chez toi. Ça danse, ça chante, il y a plein de couleurs. Mais t'imagines, elle croyait que c'était ta vie, quoi. Quand tu rentrais chez toi. Oui. Et exactement. Et en fait, je pense que c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé, parce que bon, je crache un peu dans la soupe, mais à ce moment-là, j'étais très fan aussi des films de Bollywood. J'en faisais une collection et j'avais plein de copines. Je leur ai ramené même des bracelets de mon voyage en Inde et tout. Enfin, c'était fou. Et en fait, après ce voyage, je crois que j'ai eu une espèce de rejet de la culture du nord de l'Inde. En fait, j'ai eu une vraie crise identitaire qui a commencé à ce moment-là. Et où j'ai vraiment plus voulu m'affirmer comme du sud de l'Inde. En tout cas, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on nous parlait que du nord, alors qu'en fait, il y avait cette communauté du sud qui était là. Et après, j'ai intégré une classe prépa, pas en région parisienne, mais à Paris. Donc là, il y a eu plus de questions autour de ma classe sociale, parce que clairement, j'ai intégré un milieu qui n'était pas le mien, socialement parlant. Et là où j'ai commencé quand même à avoir d'autres crises identitaires, qui je suis, comment je définis mon identité, mon Inde, l'Inde de mes parents, et je l'ai mis un peu de côté en prépa, clairement. Je me suis un peu effacée socialement et culturellement. J'ai un peu mis l'Inde de côté. Et après, j'ai intégré une école de commerce, mais du coup, une grande école de commerce parisienne où il y avait très peu de diversité. Et en fait, il n'y a que depuis quelques années où je commence vraiment à y voir un peu plus clair sur qui je suis, à plus affirmer ça aussi dans mes projets personnels. Voilà. Et en fait, la naissance de mon blog, c'était en 2014. Et en fait, ça a commencé à partir de là. Au début, je mettais juste des pages de mes carnets de voyage. Et petit à petit, j'ai commencé à documenter un peu ce qu'on faisait à la maison, notamment ce que ma mère cuisinait pendant les fêtes. Et en fait, j'ai commencé à poster ça. Et j'ai eu des réactions de mes amis qui me disaient qu'en fait, ils n'avaient jamais vu les pâtisseries que je dessinais au restaurant, qu'en fait, ils n'avaient jamais goûté ce plat-là que j'étais en train de dessiner. Et qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'était ma culture. Et là, je me suis dit, bon, ok, donc il y a peut-être un truc à faire. Et j'ai commencé à documenter un peu plus. Et à raconter des anecdotes sur mon blog. Donc c'est vraiment comme ça que c'est né, une espèce de fil rouge, au fil de plusieurs années. Mais justement, cette question de l'héritage par le biais de la porte de la cuisine, c'est celle qui va un peu nous servir de fil rouge justement pour cet épisode. Donc, comme on l'a dit, tu fais des food tours dans le quartier qui est dit indien à Paris, autour de la gare du Nord, vers la Chapelle, vers la rue Caël notamment. Tu demandes aux gens qui te suivent que vous évoque la cuisine indienne, dans le but justement de déconstruire les clichés autour des communautés en fait qu'on rassemble en fait sous le vocable indien. Quels sont ces clichés Et aussi tu réponds à ma question pendant la visite, tu déconstruis aussi ces mots qui n'existent pas en Inde sous ces appellations chisnan, tandoori, curry, dal, techai, etc. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que les gens projettent sur la cuisine indienne? Bien sûr. Et du coup, j'aimerais bien vous poser la question aussi. Quand on parle de cuisine indienne, à quoi est-ce que vous pensez les premiers mots qui viennent à l'esprit? Tout ce que je viens de dire. Ouais. Tout ça. Enfin, le chisnan que je boycotte parce que j'ai une espèce d'aversion pour le fromage. Mais Non, mais vraiment, ouais, j'ai exactement ça. Ok. Exactement, ouais. Exactement ça. Et du coup, c'est vraiment le point de départ, moi, de ma visite. Les mots qui reviennent, généralement, c'est chisnan, curry, tandoori. C'est vraiment ces mots-clés. J'ai une espèce de checklist. À chaque fois, je mets des petites croix devant. C'est toujours les mêmes. Et en fait, l'idée des visites guidées, elle est née il y a 3 ans. Donc moi, j'avais mon blog, etc. Je voulais aller un peu plus loin. Et je sais pas, j'ai eu un espèce de wow moment. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas ce genre de visite guidée à Paris. Et j'ai fait mon petit benchmark, j'ai fait mon petit questionnaire et je me suis rendu compte que les gens, ça les intéresserait. Et qu'en fait, c'était un quartier dans lequel souvent mes amis parisiens passaient. Ils s'y arrêtaient pas forcément. Et surtout, ils n'osaient pas rentrer dans les magasins, dans les restos. Et souvent, quand ils allaient au resto, ils avaient tellement peur parce qu'ils connaissaient que très peu de mots, curry, naan, tout ça, qu'ils prenaient toujours les mêmes plats. Mmh. Et c'est comme ça que sont nées mes visites. Et en fait, ce que je dis en visite, c'est que ça, c'est des mots valises. C'est-à-dire qu'en fait, ils réfèrent généralement qu'à l'Inde du Nord. Et en fait, moi, dans mon vocabulaire et dans ma famille, c'est des plats qu'on mange quasiment pas. Mais ce sont des plats quand même qui existent, ça existe, qui sont adaptés pour... Alors, les deux. Okay. Typiquement, le curry, alors on va parler de curry aujourd'hui, mais c'est un mélange d'épices. Et clairement, en Inde, vous allez dans n'importe quel restaurant en Inde, vous demandez un curry,
On va regarder avec des yeux ronds, mais en fait, déjà, quel curry? Ouais. Le curry, en fait, ça n'existe pas en soi, c'est un mélange d'épices. Et ensuite, cheese naan, apparemment, il est né en France dans les années 70. Le fromage, ça peut naître en France. Hein. Pardon. Et voilà, c'est de la vache qui rit dedans. Enfin, c'est un mélange qui est clairement français. Et aussi, il y a beaucoup de choses qu'on mange à des moments très précis. Typiquement, le poulet tandoori. Alors moi, j'adore ça et je vais peut-être en manger ce soir, mais c'est un plat de fête. Et clairement, on n'en mange pas tous les jours. Et ensuite, la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine de l'Inde du Sud? Et ensuite, qu'est-ce que vous connaissez du quartier dans lequel on est? Et le constat, c'est que c'est toujours la même réponse, c'est que les gens connaissent très peu le quartier, finalement, l'histoire du quartier, et aussi de pourquoi et comment le quartier est né, et comment est-ce qu'il s'est construit au fil des ans. Et en fait, le but de mes food tours, c'est vraiment ça, c'est de raconter un peu l'histoire des communautés qui cohabitent à la chapelle, et de raconter leur histoire, mais aussi à travers les plats qu'on mange et des habitudes culinaires. C'est vraiment le fil rouge. Tu as expliqué dans le podcast de notre consoeur Émilie Lestari, donc c'est Bouffon, et tu as fait un épisode spécialement sur le curry, donc tu expliques que c'est pas une épice. Je vous recommande l'écoute de cet épisode pour déconstruire encore plus de choses sur la question culinaire. Et ce qui m'a vraiment frappé à l'écoute de cet épisode-là, c'est que tu expliques que en fait, c'est des abus de langage qui ont été créés dans l'histoire et qu'aujourd'hui, on a conservé. Et en fait, le fait qu'on se soit trompé à un moment et qu'on n'ait jamais réparé cette erreur, c'est assez c'est assez fou parce que, par exemple, le terme curry, tu dis que ça n'existe pas. Mais je veux dire, nous, en France, on a l'héritage antillais, réunionnais, où on utilise le mot colombo, on utilise le mot curry dans ces cuisines-là. Et je veux dire, tout le monde utilise colombo. Je veux dire, on peut ne pas utiliser curry, en fait. Ouais. Complètement. Et en fait, moi, je pense que c'est peut-être... ça commence tout juste. On commence tout juste. Moi, je le vois avec les podcasts, des articles, etc., à déconstruire certains mots. Et ça, c'est super. Mais il y a encore un long travail à faire. Moi, j'espère y participer, en tout cas modestement, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on n'a jamais remis en question. Après, il y a aussi des acteurs, et ce que je trouve un peu dommage, qui sont ambassadeurs aussi de cette cuisine indienne, qui continuent un petit peu de faciliter la compréhension, de grossir un peu les traits pour être plus accessible aussi, et ça, c'est dommage. Moi, ce que j'essaie d'apporter dans ces food tours, c'est beaucoup de nuances. C'est vraiment ce qui manque, même dans le monde de la cuisine. Hein. C'est beaucoup de nuances qui manquent. On est sur cette phase-là dans le monde culinaire, de parler de cuisine, c'est une grande tendance, de parler de cuisine régionale, d'aller chercher les produits, de comprendre comment est-ce qu'ils sont faits. Ça date d'il y a quelques années. Ça commence tout juste à arriver dans les cuisines du monde. Voilà, même quand on parle de cuisine africaine, en fait, ça n'existe pas. Il y a plusieurs cuisines africaines, il y a plusieurs cuisines chinoises aussi. C'est ultra régional. Et en fait, ça commence tout juste à arriver dans la cuisine indienne, dans les cuisines indiennes. On commence tout juste à avoir quelques acteurs qui prennent la parole et qui essayent de rapporter vraiment des nuances sur certains mots, en fait, qui ont toute leur importance. Est-ce que ce qui sous-tend aussi l'intérêt de participer à un food tour tel que celui que tu organises, c'est de rectifier cette méconnaissance qu'on peut avoir donc des cultures sud-asiatiques, tu l'as dit, et nous-mêmes, moi je me rappelle de l'épisode qu'on a enregistré en mai qui s'appelle L'Asie n'est pas Calès, où on avait invité la journaliste et vidéaste Amanda Jacquel, et j'avais fait des erreurs dans la préparation de l'épisode, notamment sur la question de l'histoire de la présence française en Inde, et on avait diffusé un rectificatif pour présenter nos excuses sur cette erreur et rappeler que les territoires de l'Inde ont fait partie de l'Empire colonial français à partir du XVIIe siècle jusqu'à 1954, que les Français ont fondé des compagnies des Indes, installé 5 comptoirs de commerce, dont Pondichéry, d'où ton père est originaire. Ouais. Et donc, un autre reproche qui nous avait été fait à cette époque, pour cet épisode, c'était qu'il y avait une énumération de stéréotypes négatifs que subissent les communautés sud-asiatiques en France, et on avait demandé à notre invité de réagir, et cette demande représentait une charge en fait pour elle, et que les auditrices et les auditeurs ont estimé inappropriée dans le cadre de la discussion qu'on avait, qui était dans le sens de la dénonciation de du racisme. Donc je ferme cette parenthèse pour préciser que les commentaires ont été pris en compte et qu'on remercie les personnes d'avoir vraiment exprimer ces reproches, et que vraiment, moi ça m'a permis de me dire non, mais là il faut qu'on fasse autrement pour ne pas pour ne pas faire gonfler cette charge que les personnes subissent déjà.
Non, mais en fait, merci beaucoup déjà pour ce rectificatif et pour ces mots. Je pense qu'effectivement, cet épisode, ça a fait pas mal réagir dans la communauté et ça en a blessé aussi beaucoup. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a 2 points là que je veux souligner. C'est déjà cette méconnaissance. C'est intéressant parce que je lisais il y a quelques jours à peine un article universitaire, une publication de Kate Marsh, donc, qui est décédée depuis. C'est une Française qui a fait son doctorat à l'université de Liverpool. Elle était spécialisée dans les études coloniales françaises. Et en fait, elle a écrit un papier, donc ça date de 2015. C'est pas très récent, mais je crois que c'est le seul papier qui traite de la question de ce paradoxe qu'il y a autour de la colonisation de l'Inde par la France et des 5 comptoirs, et du fait qu'en fait, il y a très peu d'éléments sur cet épisode-là. Et c'est vrai que, et en fait, dans le papier, c'est super intéressant aussi parce qu'elle part de cette espèce de nostalgie qu'il y a autour des comptoirs indiens. Moi, on m'a déjà demandé si je venais des Indes. Donc c'est pour dire, voilà, c'est une image très fantasmée de cette Inde qui ne s'est pas beaucoup révoltée. Parce qu'il y a eu, en fait, je pense qu'il y a du coup en Inde une histoire de la révolte des Indiens, mais envers les Anglais, qui était beaucoup plus sanglante que de l'histoire des Indiens dans les comptoirs français. Et en fait, quand les Français sont partis à la fin des années 50, quand ils ont rétrocédé les territoires, il n'y a pas eu vraiment de conflit. Et en fait, ça s'est fait, pas de manière pacifique, mais en tout cas, ça s'est fait sans conflit armé, en fait. Sans conflit armé et sans trop de revendications non plus. Et en fait, c'est vrai que, et dans l'article, en fait, c'est super intéressant parce qu'elle énumère aussi toutes les réunions qu'il y a eu, les présentations qu'il y a eu de Français qui étaient anciennement militaires, mais du coup d'origine indienne et qui ont été rapatriés en France. Et en fait, qui célébraient un petit peu cette Inde française et qui étaient très contents de faire partie de cette France et fiers de porter les valeurs de la France encore, même dans cette Inde et dans ce territoire de Pondichéry qui est finalement indien maintenant, mais qui reste un peu français. Et en fait, il y a une nostalgie, effectivement. Et après, du coup, le deuxième point, c'est aussi cette revendication. J'en parlais avec une amie très récemment qui me faisait remarquer que c'est vrai que on est une communauté qui la ramène pas trop. Et en fait, on n'a pas beaucoup de choses. En tout cas, là, je parle pour les Indiens, les Franco-Tamouls d'origine indienne. On la ramène pas trop, mais parce qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu de revendication. En tout cas, il n'y a jamais eu vraiment de conflit. Et pas de... Parce que je sais que par exemple, notamment pour la communauté chinoise, il y a eu cette grosse critique qui a été faite que les Chinois, en fait, les restaurants étaient sales, etc. Enfin, il y avait vraiment aussi ce besoin de repositionner, de redire les choses correctement, enfin voilà, de réaffirmer un certain message. Après, pour les Franco-Algériens aussi, il y a eu la guerre aussi. Et en fait, il y a eu des messages et des revendications qui étaient assumées. Et en fait, il y avait un besoin aussi de redire certaines choses. Chez les Indiens, en fait, pas trop. Et ça explique aussi peut-être pourquoi est-ce qu'il y a eu très peu de prise de parole sur cet épisode colonial français. Peut-être cette volonté aussi de pas trop faire de vagues, en fait, parce qu'il y avait peut-être pas forcément de raison, entre guillemets. Et je sais que moi, j'ai beaucoup... dans notre famille, on a beaucoup d'amis indiens chrétiens qui ont fait aussi leurs études au lycée français de Pondichéry, etc. En tout cas, de ce que je vois, c'était une belle période pour eux. Parce qu'ils ont été dans une petite communauté sur le territoire de Pondichéry. C'était un peu une espèce de parenthèse dans cette Inde où, en fait, à part ça, c'était quand même le bordel, où il n'y avait pas... c'est une Inde qui a été délaissée après par les Britanniques et ensuite c'était le bordel, hein, clairement. Donc peut-être que c'était une espèce de bulle dans lesquelles ils ont été bien et puis dans lesquelles ils voulaient peut-être rester. Je sais pas. Après, il y a une autre chose aussi, c'est que le fait, après la décolonisation, en tout cas de Pondichéry, il y a pas mal de gens qui ont conservé aussi la citoyenneté française. Exactement, ouais. Donc du coup, ça aussi, ça joue forcément dans en tout cas un lien qui reste maintenu très longtemps, y compris quand les colons sont partis. Et après, je sais pas si c'est parce que les personnes d'origine indienne se révoltent de moins ou parce que les clichés à l'égard des personnes d'origine indienne sont moins mainstream et du coup ils sont moins mobilisés dans l'espace public, c'est-à-dire qu'ils vont être très présents dans des espaces où il y a des gens qui sont d'origine indienne nombreux. Enfin, je pense, moi j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais ado à la Courneuve, il y a une forte communauté tamoule, donc il y avait plein de clichés parce que les gens étaient là en fait. Et donc, alors que c'est vrai que quand tu regardes des films à la télé ou tu vois des humoristes, c'est même pas des choses qui leur viennent à l'esprit parce qu'en fait tu vois, moi je trouve. J'ai l'impression qu'en tout cas dans l'espace français, dans l'espace public français, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bien sûr, dans l'espace public anglophone où il y a beaucoup plus, mais dans l'espace public français, j'ai l'impression que c'est même des clichés qui sont moins présents parce qu'en fait, ça vient moins à l'esprit des gens, y compris qui sont racistes, quoi. Ouais. Et moi, je pense aussi que dans l'imaginaire français, il y a un morcellement de la diaspora des personnes indiennes qui se retrouvent à partir travailler dans les Antilles françaises, à La Réunion, à Maurice, et que
en fait, cette méconnaissance, l'invisibilisation, elle passe aussi par le fait que l'histoire est tellement divers. Les gens d'origine sud-asiatique en France, ils ont un parcours tellement différent que il n'y a pas d'unité. On peut pas leur fantasmer une unité que peut-être on pourrait appliquer sur les personnes est-asiatiques, comme les Chinois. Il y a la Grande Guerre. Il y a des vagues suite à la fermeture de la Chine et des grandes usines des années 80, des usines d'État. Enfin bon, il y a des marqueurs historiques qui ont fait des vagues d'immigration. Et mais j'imagine que ce morcellement géographique des personnes indiennes sur le territoire français et des communautés ne permet pas pour nous d'avoir une image très claire en fait Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est ça qui, je pense, assez déroutant pour la plupart, et notamment ça se retranscrit dans la cuisine. C'est que quand on parle de cuisine indienne aujourd'hui, c'est une cuisine très cliché. Et en fait, on se doute très peu qu'il y a 10 milliards de cuisines, en fait. Et en fait, que chaque cuisine est régionale. Et moi, c'est ce que je trouve étonnant. Enfin, il y a quelques ambassadeurs de la cuisine, des cuisines indiennes en France. Et bizarrement, pour l'instant, j'en ai aucun en tête qui me vient à l'esprit qui est d'origine tamoule. Et ça, c'est assez fou parce que du coup, ça veut dire que les Français tamouls n'ont pas réussi à atteindre Enfin, j'en ai un en tête, mais qui va peut-être ouvrir un jour son restaurant. En fait, il y a eu très peu, du coup, une compréhension de la cuisine tamoule parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de représentants et qu'en fait, les autres chefs, etc., ils étaient du nord de l'Inde, etc. Donc, eux ont plus pris la parole et ont juste modelé en fait cet univers-là. Et ont plus fait comprendre l'Inde du Nord. Et maintenant, on va faire une petite pause et on se retrouve après ça. Cette méconnaissance des cultures sud-asiatiques, de l'histoire, des dynamiques de la colonisation, et de la mondialisation, ça t'a motivé pour donc faire ce que tu fais aujourd'hui, créer le blog, écrire et proposer ces cours en fait en personne, parce que Food Tour c'est sympa parce que tu peux manger, mais tu donnes aussi c'est comme un cours en fait. Et tu dis que tu ne retrouvais pas dans l'espace public français la cuisine de ta famille et que certains restaurants du quartier proposent des cartes clairement adaptées avec un vocabulaire très imprécis. Et ça contribue à prolonger, à perpétuer cette confusion sur les cultures, parce qu'en fait, le fait d'appeler un curry ce qui n'est pas un curry, le fait d'appeler le thé chai, ce que tu dis sur le thé chai aussi, c'est très intéressant, puisque en chinois, le thé, c'est cha. Donc, quand on dit thé chai, c'est évidemment tété. C'est ça. C'est ce que tu parles du tété. Voilà. C'est ça. Alors que chai, on l'a identifié clairement comme étant le thé noir indien avec le lait, comme s'il n'y en avait qu'un, bien sûr, avec ses épices, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire des constructions que tu fais sur les termes culinaires et moi, je fais des parallèles avec la cuisine, les cuisines chinoises, parce qu'on dit riz cantonais alors que ça vient pas de Canton, on dit soupe pékinoise, ça vient pas de Pékin. Enfin bon, voilà. Donc le vapeur. Jamais content. Les vapeurs, c'est pas la vapeur. Enfin bon, non mais il y a vraiment un traitement qui est clairement erroné et un vocabulaire qui est fantasmé. Ouais. Non, clairement. Et en fait, moi, c'est tout l'objectif de la visite. En fait, au départ, c'est vrai que je faisais ces visites uniquement pour faire manger les gens, parce que j'aime bien faire manger, cuisiner les gens, généralement. Et finalement, au fil de l'eau, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de pédagogie à faire. Et dans le quartier indien, effectivement, c'est donc le quartier tamoul, plus précisément, les cartes, elles sont ultra adaptées, en fait, au palais français. Moi, en fait, il y a une partie de la visite où on s'arrête généralement devant un énorme menu qui est imprimé en super gros. Et en fait, on voit clairement déjà la division entrée, plat, dessert. Ça, déjà, l'entrée, c'est pas bon parce qu'en fait, en Inde, il n'y a pas entrée, plat, dessert. Tout arrive sur un même plat. Et en fait, c'est plein d'accompagnements. Et en fait, on prend des petites bouchées en mélangeant un petit peu toutes les saveurs. Et généralement, il n'y a même pas la culture du dessert. Les desserts, généralement, c'est très, très sucré. C'est des pâtisseries. Et c'est souvent pour des raisons religieuses. Ça va être pendant un mariage, en offrande après une cérémonie religieuse, qu'on va avoir une touche de sucré. Mais clairement,
On finit pas un repas avec un dessert. Et là, en fait, c'est exactement ça. Entrée, plat, dessert. Et ensuite, et ça, c'est vraiment... en fait, le fil rouge de mes visites, moi, c'est street food. Donc, on se concentre beaucoup sur les snacks salés. Et en fait, il y en a beaucoup qu'on retrouve en entrée. Et moi, il y a notamment un élément qui me choque à chaque fois, dont je passe souvent, toujours devant le même menu imprimé, c'est ce qu'on appelle rasa. Donc, en fait, c'est un espèce de bouillon clair qui est fait à base de sauce de tamarin. Et généralement, il y a de la tomate, du citron. C'est très populaire dans le sud de l'Inde. C'est un plat ultra typique. Et en fait, généralement, on le prend à la toute fin du repas. Et en fait, on le prend avec du riz blanc. Donc, ça aide à digérer, etc. Et c'est très acide, c'est très bon. Et ça, je l'ai vu au menu en entrée. Ils appellent ça soupe de tomates. Voilà. Sacrilège. Et ouais, non, sacrilège. Et en fait, clairement, ça, c'est des choses... évidemment, quand on connaît pas la cuisine du sud de l'Inde, on sait pas, on va prendre une soupe, etc. Et en fait, non, rien à voir. C'est un truc qui arrive à la toute fin. Et en fait, ça, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi c'était là. Alors, j'ai essayé d'avoir mes propres explications. Il y a déjà, d'une part, le fait que les restaurants à Gare du Nord, ils sont majoritairement tenus par des hommes, pas par des femmes, qui sont généralement beaucoup plus à la maison, qui font aussi des choses plus authentiques, qui ont peut-être moins le sens du business, culturellement, c'est comme ça, et voilà. Et du coup, les hommes qui sont sur le terrain et qui sont dans une vision business, ils pensent marketing, donc qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui fait qu'on va simplifier le vocabulaire pour faire venir du monde, etc. Donc il y a déjà cet enjeu-là. Et puis après, il y a aussi, clairement, la volonté. Est-ce qu'il y a une volonté de faire de la pédagogie ou pas ? Et en fait, moi, des conversations que j'ai eues avec les restaurateurs, il n'y en a pas vraiment. Il y a peut-être 1 ou 2 restos qui sont un peu authentiques. Mais par exemple, il y a quelques mois, il y a une amie qui m'a proposé de tester un restaurant indien. Généralement, je refuse toutes les invitations parce que je mange mieux chez ma maman. J'ai accepté et en fait, elle m'a emmenée dans un restaurant vers Châtelet qui venait d'ouvrir pendant le confinement. On y a été et en fait, j'ai commandé un dosa. Donc en fait, dosa, c'est une pâte, c'est une grosse crêpe salée qui est faite à base de lentilles et de riz fermentés. Et généralement, le dosa, il est servi, donc c'est croustillant, et en fait, c'est servi avec quelques sauces, généralement du chutney, avec de la noix de coco, et c'est tout. Et là, en fait, on m'a servi donc le dosa, mais avec plein de légumes à côté. Donc là, j'ai un peu tiqué, j'ai appelé le restaurateur, le chef, en lui disant « Mais écoutez, monsieur, je vous pose la question, et je me suis pas gênée. Bon, c'est bizarre, je mange pas ça comme ça ici, comment ça se fait ?» Et là, la réponse qui m'a un peu choquée, c'est, il me dit, il m'a répondu en tamoul, il m'a pas répondu en français, parce que ma copine était française et elle comprenait pas. Il m'a dit, non, mais vous savez, ça, je le fais pour les Français. De toute façon, oui, je sais bien, moi, je mange jamais ça comme ça, mais je le fais pour les Français parce qu'ils aiment bien. C'est sûr que si on leur propose pas autre chose, ils peuvent pas aimer autre chose. Exactement. En fait, c'est le serpent qui se mord à la queue. Exactement. Et en fait, c'est les restaurateurs aussi où il y a un manque de volonté. Et puis après, l'autre enjeu qui est celui de faire du business. Donc, c'est vrai que moi, je trouve toujours ça un peu... je me retrouve dans une situation un peu délicate en tant que personne issue d'une communauté, parce que nous, on a clairement, chez les personnes chinoises, on a clairement le même genre de reproches par rapport aux traiteurs chinois, que c'est pas du tout chinois, qu'il y a du bœuf aux oignons, alors qu'en fait, c'est pas du tout un plat typique de la cuisine chinoise, qu'il y a des nems alors que c'est vietnamien, qu'il y aurait des samosas alors que c'est pas du tout... voilà. Et en même temps, tu vois, je suis hyper mal à l'aise parce que c'est un business qui a porté des générations d'aînés, qui leur a permis d'avoir pignon sur rue, qui leur a permis de faire exister une culture qui était la leur, alors pas forcément aussi rigide dans des cases que... parce qu'il y a des Chinois qui sont issus de l'Indochine en tant que diaspora chinoise et qui ont mangé des nems et qui ont mangé du bœuf aux oignons et qui ont en fait vu que ça plaisait et qui se sont dit ça c'est le business que je vais développer. De la même manière qu'aux États-Unis il y a le poulet General Tso Chicken et le chop suey qui sont des créations américaines, sino-américaines, enfin chinoises américaines qui n'existent pas en Chine et qui n'existent pas ici. Et ça devient une culture en soi, c'est-à-dire que ça devient une troisième culture, la culture de l'adaptation. Et donc, à la fin, toi, tu manges pas ça. Moi non plus, je vais pas chez le traiteur chinois. Mais ça me dérange des fois. J'imagine que tu ressens la même chose. T'as pas envie de taper dessus parce que tu te dis, c'est des tontons qui gèrent leur business, tu vois. Et c'est difficile, je trouve, comme situation. Ouais.
La question, c'est est-ce que leur mission, c'est de préserver la culture d'origine ou de faire fortune, enfin, en tout cas, de s'asseoir, de créer un business, parce que c'est deux options différentes, parce qu'il y a quelque chose, parce que de toutes les façons, la culture, ça bouge aussi en même temps. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de permettre à cette culture-là d'exister en dehors de ses frontières, en restant intangible telle qu'elle, ou est-ce que finalement, leur but, c'est de s'installer et de s'adapter au contexte pour réussir à faire un business? Clairement, je pense qu'il y a des deux. Et en fait, clairement, je vais pas taper sur les doigts de ceux qui se sont installés dans les années 70, 80, et qui, clairement, avaient besoin de sous pour vivre et qui venaient de s'installer, qui n'avaient pas de repères. Maintenant, je me dis que je vois notamment ce qui se fait à Londres. Et en fait, je me dis, c'est possible. C'était ma question suivante. Bravo. Voilà. Super. Attends, je vais te poser la question. Super tu as vécu à Londres. Où les cuisines indiennes sont beaucoup mieux représentées, puisqu'évidemment, il y a une relation coloniale plus forte avec le Royaume-Uni, et du coup, une diaspora d'origine indienne extrêmement importante. Est-ce que finalement, l'herbe est plus verte en Angleterre, où effectivement, le chicken tikka masala, entre guillemets, fait partie des plats préférés des Anglais, comme nous, en France, les gens préfèrent le couscous. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience londonienne et quel regard ça t'a porté à poser sur la France? Disons que, alors moi j'ai vécu à Londres en 2012, donc j'y étais en pseudo-échange universitaire et j'y suis restée quand même quasiment 6 mois. Et déjà, je fantasmais beaucoup à l'époque sur l'Angleterre de manière générale, sur le Canada, enfin sur le monde anglophone. Notamment parce que dans les films indiens, il y avait toujours cette image des Indiens qui ont bougé aux États-Unis, qui ont fait succès et la vie est géniale là-bas. Et surtout aussi l'image d'Indiens qui s'assumaient et qui assumaient leur identité, notamment aux États-Unis. Donc moi, ça a été un peu ce qui a construit un peu tous les clichés que j'avais autour des mondes anglophones. Et quand je suis arrivée à Londres, évidemment, j'avais un regard super positif sur tout ce qui se passait là-bas. Et clairement, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'était déjà dans les supermarchés. Je voyais que, en fait, il y avait des plats végétariens. Et surtout des plats végétariens indiens. Et ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça n'existe pas en France? En fait, c'était que des observations comme ça et des étonnements où, en fait, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi c'est pas comme ça à Paris? Tu veux dire des plats préparés type William Saurin? Oui, complètement, oui. Et en fait, c'était du Marks & Spencer, c'était, c'était vraiment des plats sous barquette, mais indiens. Et en fait... Et qui étaient consommés par des Indiens? Non, des Anglais. Enfin, je veux dire tout le monde, mais notamment des Anglais. Et il y avait tout un rayon cuisine indienne. Et en fait, c'était des plats pas que cheese naan, etc., mais des plats vraiment travaillés. Et ça, je sais pas, j'ai entendu ça il y a quelques années, mais que Marks & Spencer, ils étaient connus pour faire des butter chicken qui étaient meilleurs que ceux qui étaient vendus par des Indiens. Ouais. Ils ont réussi après, peut-être qu'ils sont conçus par des chefs anglais, enfin des chefs indiens d'origine. Enfin, donc c'est très étonnant. Et là, en fait, depuis 2012, je fais très régulièrement des allers-retours à Londres, parce que j'adore cette ville et je trouve qu'en fait, à chaque fois, il se passe 10 milliards de choses culinairement parlant. C'est aussi une ville qui est en avance sur certains concepts, et notamment sur les cuisines indiennes. Et j'ai fait en fait plusieurs... J'aime bien avoir des fils rouges quand je pars à Londres, et j'en ai eu plusieurs autour des cuisines indiennes. Là, le dernier que j'ai fait, c'était peut-être quelques semaines avant le Covid. Et je me suis concentrée sur le quartier de Southall et de East Ham. Et du coup, c'est des quartiers qui sont complètement sud-asiatiques. Il n'y a pas que des Tamouls indiens, il y a aussi des Tamouls sri-lankais, mais il y a aussi, et ça m'a vachement surpris, la cuisine du Malayalam, de l'état du Kerala. Il y a aussi la cuisine Kannada, donc de l'Andhra Pradesh, qui est un état au nord du Tamil Nadu. Et en fait, j'étais juste choquée de voir qu'en fait, il y avait plein de cuisines qui cohabitaient dans le même quartier. Et il y avait une volonté des chefs de faire rayonner ça. Alors après, est-ce que c'est des chefs qui viennent tout juste d'arriver ou est-ce que c'est les deuxième et troisième générations qui ont réussi un peu à maturer leur projet, etc. Ça, on n'y est pas encore aujourd'hui. Donc on n'y est vraiment clairement pas en France. Peut-être que ça va demander un peu de temps. Mais dans tout cas, outre-Manche, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qui est assez plaisant à voir parce qu'il y a aussi, et ça, je pense qu'il est un peu différent en France, c'est qu'il y a une demande du public d'aller vers des cuisines un peu plus élaborées, d'aller au-delà du chicken tikka masala et d'avoir des choses plus raffinées aussi. Et après, mais je crois qu'on en parlait la dernière fois, Grace, il y a aussi une question autour de l'entrepreneuriat. C'est quoi les outils aussi pour monter des restos, des business? Il y a des vrais empires en fait qui se sont créés à Londres notamment, des chaînes de restos, des concepts ultra chiadés de restos indiens qui proposent des cuisines ultra modernes qui sont aussi étoilées au Michelin. Enfin,
c'est tout un autre monde en fait de cuisine indienne et qui est passionnant à observer. Moi, je trouve ça passionnant comme conversation, surtout que, quand on pense à l'Angleterre, je veux dire, les gens se disent, je vais à Londres, je vais manger un super curry. Enfin, ils parlent comme ça. C'est sûr que quand tu vas en Angleterre, tu et te là, dis Selva pas. intervient, dit non. Non, mais ce que je veux dire, personne te dit, je vais en Angleterre, je vais manger un super shepherd's pie, je vais manger des petits pois à la menthe. Enfin, non, je veux mais dire, clairement, tu sais que tu vas manger un truc jamaïcain ou indien. Alors qu'il y a des bonnes adresses en même temps. mais le poids de la cuisine, qu'on va dire ethnique ou cuisine du monde, ça c'est encore un terme qui est hyper raciste, hyper racial, racialisant. Mais c'est vrai que quand les gens viennent à Paris, ils se disent pas, je vais aller manger une fondue sichuanaise. Ils se disent, non mais tu vois, ils vont venir manger du croissant, des macarons, et puis un truc. Je pense que la force, le soft power de la gastronomie française est pas du tout le même que celui de la gastronomie anglaise, clairement. C'est un fait. Et donc c'est vrai que en France, sur le marché français de la cuisine, des commerces de bouche, il n'y a pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que pour les personnes qui se lancent dans le commerce de bouche en France sur une cuisine dite ethnique, cuisine du monde ou folklorique, exotique, je ne sais pas comment ils utilisent ce mot-là, eh bien, c'est pas le même rapport. Et là, tu parlais de régionalisation des cuisines. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très de plus en plus à la mode. C'est-à-dire que quand tu vas de plus en plus, les gens me disent, je vais pas manger chinois, ils vont manger sichuanais, ils vont manger Yunnan, ils vont manger taïwanais. On est dans une meilleure appréhension des cuisines chinoises, et tant mieux. On peut citer par exemple des restaurants tenus par des Français d'origine est-asiatique qui ont vraiment beaucoup de succès récemment, comme Gros Bao, Petit Bao. Je fais un bisou à Céline Chung, Billy Pham, ou bien aussi Céline Pham, qui est une chef franco-vietnamienne qui utilise des inspirations de plein de choses, notamment de la cuisine de sa mère, mais pas que. Et oui, c'est de plus en plus accessible, de plus en plus précis. Est-ce que c'est un chemin que tu souhaites pour les cuisines sud-asiatiques, tamoul, indiennes en France ? Complètement. Et en fait, moi, je vois quelques signes qui sont rassurants. Ça va peut-être pas assez vite selon moi, mais parce que j'ai Londres en comparaison et c'est un peu frustrant. Non, moi j'ai 2 chefs en tête qui essayent vraiment de faire bouger les choses. Il y a Renaud Ramamurthy, qui est le chef du restaurant Petrosian, qui lui en fait aussi a une culture tamoule, familiale. Qui a grandi en France. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul chef qui essaye de ramener un petit peu de cuisine indienne et du sud de l'Inde dans ses compositions. Oui, donc tu t'es interrompu parce qu'on a une personne qui s'occupe d'entretenir le jardin, qui passe et repasse devant nous, donc il fait son travail, mais il se trouve que c'est au moment où on enregistre, donc il y a un petit bruit de fond, on a essayé de le dissimuler, mais on va continuer tranquillement à enregistrer, donc tu parlais de... Voilà. Donc il y a ce premier chef, Renaud Ramamurthy, et ensuite il y a Zuri de Souza, qui elle, en fait, a une histoire différente. Elle a grandi en Inde, elle a grandi aussi un peu partout dans le monde, et en fait, elle a posé ses bagages à Marseille. Et en fait, Zuri, elle est originaire de la côte ouest de l'Inde, donc du Kerala, et notamment de Goa. Et en fait, elle a une cuisine qui est ultra moderne, super intéressante à suivre. On entend beaucoup parler d'elle. Et ça, c'est vraiment les 2 chefs que moi j'ai en tête, qui essayent de faire bouger les lignes, qui essaient de mettre des mots précis sur leur composition, sur les produits et sur leur identité culinaire aussi. C'est rassurant. Bon, après, c'est juste 2 chefs. C'est pas énorme. Si on peut les nommer, les compter, c'est qu'effectivement, c'est pas conséquent, mais que ça bouge quand même un petit peu. Ça bouge un petit peu. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu parlais justement de cette manière dont la France a réussi à asseoir l'idée à la fois d'une gastronomie très très fine, mais aussi d'une cuisine régionale très ancrée, très propre à la France, alors que c'est vrai qu'on en avait parlé, peut-être pas dans ce podcast-là, mais dans une interview qu'on avait faite ensemble, grâce justement de la manière dont les plats typiquement régionaux, même provençaux, en fait, ont été aussi influencés par la colonisation. Et l'exemple qu'on prend souvent, qu'avait pris un historien de l'alimentation, quand je l'avais interviewé, me parlait de la ratatouille, il m'avait dit que justement les légumes de base de la ratatouille, en fait, n'ont absolument rien de local européen, sur le plan européen, puisque la tomate vient d'Amérique, l'aubergine est originaire d'Asie, elle est arrivée en Europe via l'Empire ottoman, et que les poivrons proviennent du continent américain également. Donc du coup, en fait, il y a que les courgettes dans la ratatouille qui sont authentiquement européens, et que ce plat-là, vraiment, il sonne, il se fleure bon la Provence, la Méditerranée, alors qu'en fait, sans la colonisation, il n'existerait pas. Ouais.
Tu veux dire que la ratatouille est ethnique? Exactement. C'est un plat ethnique. Et je peux même ajouter que oui, en fait, c'est pareil pour le foie gras. En fait, les oies ont pu être gavées grâce au maïs du Mexique. Et que, en fait, en réalité, c'est pareil. Ce processus de gavage des oies n'aurait pas pu être le même s'il n'y avait pas encore une fois une importation qui est liée à la colonisation. Donc, finalement, même la cuisine qui est perçue comme authentiquement française et qui fait justement le succès touristique de la France vient aussi de ces influences-là extérieures. Quoi. Ouais, c'est marrant parce qu'on peut faire un parallèle avec le thé, justement. Ouais. Et en fait, l'histoire du thé en Inde, elle est passionnante parce que, ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais il y a donc Robert Fortune qui était envoyé par la couronne britannique pour aller voler le thé des Chinois et ensuite l'implanter en Inde. C'est comme ça, en fait, que la production de thé a commencé en Inde. Et en fait, la majorité du thé qui est produit en Inde, elle est destinée à la consommation de thé industriel, en fait. C'est clairement du thé en sachet, c'est du Lipton, c'est du Procter & Gamble, c'est du mauvais thé. Et en fait, il n'y a que quelques pourcents qui sont dédiés à la consommation un peu haut de gamme, c'est-à-dire le Darjeeling, enfin les thés et les grands crus, et c'est au nord de l'Inde. Et en fait, sinon, sur la majorité du territoire indien, c'est du thé pour du thé en sachet. Et en fait, avant, les Indiens ne consommaient pas de thé. Donc clairement, c'est une habitude qui est née avec les Anglais. Et en fait, aujourd'hui, les Indiens, comment est-ce qu'ils consomment le thé? C'est du thé au lait, bien sucré, avec un encas salé à côté, c'est directement un héritage de l'Empire britannique. Et Robert Fortune, juste pour dire qu'il fait partie des dirigeants de Lipton, enfin il a fait partie des dirigeants de Lipton, exactement. Qui est donc vraiment l'entreprise l'exploitation la plus bas de gamme de thé. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça me rappelle un peu aussi l'implantation du riz en Afrique de l'Ouest, qui venait de Chine, qui n'était pas du tout... et maintenant, c'est super basique dans tous les plats d'Afrique de l'Ouest, en fait, le riz, alors que ça venait pas du tout de là, qu'ils avaient d'autres types de céréales plus complètes, en fait, qu'ils consommaient avant la colonisation. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur. On pourrait continuer comme ça, clair. Mais on arrive déjà à la fin de ce Kif Taras passionnant sur qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce que ça dit de nous. Merci beaucoup, Selva, alias Jody Nanas, de nous avoir prêté ton expertise pour éclairer tout ce qu'on ne savait pas sur les cuisines, enfin la cuisine tamoule notamment et les cuisines sud-asiatiques. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange. Suivez Selva sur ses réseaux. Moi, j'ai hyper faim, voilà. Moi aussi. En plus, on enregistre toujours à l'heure du déjeuner, donc là, on n'en peut plus. En fait, on a parlé de tous les plats qu'on vous fantasmait là. Et... Mais on ira faire. N'hésitez pas aussi à la contacter si vous voulez participer à son tour. Je pense que ça vaut le coup. Moi, je pense que je te contacterai. Je suis pas très très loin en plus. Je vais souvent aux épiceries. Super. Donc voilà. Écrivez-nous sur kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Solène Moulin, à la réalisation Thomas Plé. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Selva. Merci à vous.